On est ensemble, on se retrouve dans notre cadre pour analyser les questions d'actualité. En tout cas, merci pour vos appels. Merci pour vos orientations. On est ici. N'allez jamais ailleurs. D'abord, c'est ici. Votre cadre. À trois, merci, merci, merci beaucoup. Merci, on est ensemble. La question principale d'analyse aujourd'hui, c'est le dialogue. Est-il important d'organiser le dialogue aujourd'hui au pays? À chacun de répondre. La réponse à cette question dégage deux tendances. Il y a la tendance de ceux qui estiment qu'il n'est pas important aujourd'hui d'organiser le dialogue. Pourquoi? Pour eux, non, l'objectif du dialogue, c'est le partage du pouvoir. Ils font le rappel historique. La conférence nationale souveraine, nous l'avons organisée, en fait, quand l'opposition a intégré les institutions. Est-ce que c'est mauvais? Pascal, je dis, je ne pense pas que c'est mauvais. On va à Sun City, le dialogue national. Le dialogue intercongolais, c'est comme ça qu'on avait surnommé. On rentre ici, finalement on compose le gouvernement. Et l'opposition intègre les institutions, sauf l'UDPS à son temps qui avait refusé, avec des raisons. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Pascal dit que ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il s'agit du pays. On organise les concertations nationales. En fait, quand c'est le gouvernement et l'opposition intègre les institutions, seul l'UDPS, une fois de plus, qui reste à côté, le MLC avec les Thomas, le WAC, ainsi de suite, intègre les institutions. On organise le dialogue de Kodjo à l'OIA. En fait, quand l'opposition intègre les institutions, nous aurons Sami Badi Banga comme Premier ministre. On organise le dialogue de Saint-Sylvestre. En fait, quand c'est le gouvernement, l'opposition intègre une fois de plus les institutions et on aura Bruno Tibala comme Premier ministre. Et pour eux, le dialogue, c'est une voie pour l'opposition d'intégrer les institutions. Et donc, on ne demande que l'intégration de leurs personnes physiques dans les institutions. Ça, c'est le cas de ceux qui estiment que ce n'est pas important d'aller au dialogue. C'est entre autres le FCC. Je ne sais pas si le FCC existe encore. Sinon, je veux dire, la tendance est Kabila. Entre autres, la tendance Moïse Katumbi. Et nous avons suivi pas longtemps, c'est de Moïse Katumbi. Aller encore plus loin, et j'avais dénoncé à travers ce plateau, quand je parlais de Olivier Kamitatou, qui crachait sur Martin Fayoulou, qui crachait sur Denis Mukwege, comme quoi, maintenant ils sont essoufflés, ils cherchent l'argent. J'avais dit à son temps, je pouvais tout comprendre, sauf de tels propos de la part plutôt d'Olivier Kamitatou. Est-ce que substantiellement c'est une mauvaise chose? Moi, Pascal, je dis que ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà la deuxième tendance, celle de ceux qui estiment qu'il est important d'organiser un dialogue. La motivation, c'est laquelle? Ils disent, notre pays est occupé. À ce jour, nous ne pouvons pas nous diviser, nous ne pouvons pas nous séparer. Nous devons plutôt réunir nos énergies, être à mesure de faire face à ces agresseurs, principalement ici le Rwanda. Ils estiment que le Rwanda, avec ceux qui nous divisent, s'ils y parviennent, c'est parce qu'ils passent par les Congolais. Ils trouvent une certaine faiblesse. Mais si nous créons une certaine synergie entre nous, ils n'auront pas une fenêtre d'entrée. Et nous serons à mesure maintenant de résister. À partir du moment où notre pays est occupé, il est anormal que nos postures politiques priment. Même si on ne peut pas être d'accord avec l'autre, mais à partir du moment où nous sommes occupés, donc il faudrait que nous puissions maintenant conjuguer les énergies afin de parvenir
à faire partir ceux qui aujourd'hui agressent le pays, ceux qui sont assis sur notre pays, sur nos terres. C'est l'argument de ceux qui soutiennent le dialogue. Encore qu'il faut comprendre qu'il s'agit du pays, même lorsqu'il faut parler du partage du pouvoir. Mais il s'agit ici du pays, ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Si, de part en part, on doit avoir des nouvelles énergies, des gens qui pensent au travail pour l'intérêt de tout le monde, mais il n'y a pas de tendance cette fois-là, parce qu'il s'agit du pays. La preuve, nous avions vu et nous voyons aujourd'hui, le chef de l'État est allé prendre un ministre de l'opposition pour être ministre de la Justice. Mais sa prestation aujourd'hui est acclamée pratiquement par tout le monde. Mais il provient de l'opposition. Il n'a pas dit parce que je suis de l'opposition, l'autre est du pouvoir. Même si j'intègre les institutions aujourd'hui, je ne peux pas bien travailler pour les institutions. Il s'agit du pays. Et donc, si c'est pour l'intérêt du pays, afin qu'on atteigne certains objectifs ultimes de la vie de la nation, je pense de mon point de vue, cette fois-là, on ne peut qu'appuyer. Cette idée du dialogue est partie de Martin Fayulu, le président national de l'ECD, et du docteur Mukwege, le prix Nobel. Martin Fayulu, parce qu'il était aux États-Unis, sûrement qu'il a compris comment le pays est très suffisamment piégé. Denis Mukwege, n'en parlons pas parce qu'il entre pratiquement dans tous les salons stratégiques. Sûrement qu'on leur a fait comprendre que ce que vous faites, ce n'est pas bon dans le cas d'espèce. Vous devez vous unir pour penser à trouver solution à votre cas. Le contraire, vous allez perdre votre pays. La prise de conscience a fait qu'ils annoncent cette nécessité d'organiser le dialogue. Martin Fayulu a fait la déclaration à partir des États-Unis. Et lorsqu'il est rentré ici, on est allé l'accueillir de l'aéroport jusqu'au stade où il avait tenu son meeting. Il est revenu sur la question. Denis Mukwege, nous l'avons entendu, autant de fois il est intervenu. Il démontre comment il est important ce jour d'organiser un cadre d'échange entre les Congolais afin de réfléchir sur des questions essentielles de la vie. Pour ça, moi, Pascal, je dis bravo. Mais la curiosité, c'est que lorsque M. Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, passe ici en RDC, il va recevoir les différentes classes, ou la différente classe politique congolaise. Les gens sont passés. Martin Fayulu est passé. Ceux du FCC sont passés. Je ne sais pas si le FCC en question existe. Au moins, les kabylistes sont passés. Je prends le point de vue des kabylistes. Il dit ceci. Le régime Tshisekedi n'a jamais respecté, ne respecte aucun accord ou engagement qu'il prend. Il n'y a donc aucune garantie. Je m'arrête là. Alors moi, je ne comprends pas, à travers le dialogue, quel genre d'accord qu'on va pondre. Parce qu'il s'agit d'une cause nationale. Déjà, lorsqu'on réfléchit dans la possibilité d'avoir un accord à travers ce dialogue et réclamer des garanties, ça veut dire que déjà, au départ, il y a des intentions autres. Ceux qui accusent les autres de vouloir intégrer les institutions, je comprends, à travers leurs réclamations, qu'ils veulent également intégrer les institutions, mais question d'avoir des garanties, question de nous rassurer que l'accord sera respecté. C'est ce qu'ils veulent dire. Et pourtant, ce qui est plus nécessaire ici, c'est la conjugaison des énergies nationales afin de faire face à ce que nous avons comme menace à l'est du pays. Ce n'est plus une menace, l'occupation en fait. La question du dialogue. Pour ceux qui sont au pouvoir, certains ne se sentent pas aussi à l'aise. Ils pensent que lorsque nous allons offrir un cadre, les autres vont venir, l'espace sera resserré
leurs chances seront amoindries et donc il n'y aura pas fortement la possibilité de gagner les espaces. Par conséquent, il faut pousser maintenant au refus pour qu'ils ne viennent pas, qu'il y reste, que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons. Je dis non. Ce n'est pas une bonne réflexion parce qu'ici, il s'agit de la nation. À chaque étape de la vie de la nation, depuis que nous avons obtenu l'indépendance, dans des moments difficiles, on finit toujours par se rencontrer. Et vous allez vous rendre compte, à chaque fois lorsque nous nous rencontrons, on trouve toujours l'issue. On parvient toujours à résoudre un certain problème. Vous pouvez faire le recul du temps, observer les différentes rencontres que nous avons eues, avec les problèmes qui en suivaient, et vous allez vous rendre compte qu'on parvenait plutôt à trouver solution à ces problèmes à travers les échanges que nous avions, à travers les rencontres que nous avions, à travers les dialogues que nous avions. Que ce soit la conférence nationale, moi je parle seulement de là, que ce soit avec la conférence nationale souveraine, que ce soit avec le dialogue intercongolais, que ce soit avec les concertations nationales, que ce soit avec Kodjo et de l'Église catholique, on est parvenu à trouver solution à des problèmes qui se posaient à son temps. Et donc, substantiellement, le dialogue n'est pas mauvais. Lorsque nous avons un cas, lorsque nous avons un problème. Les vrais observateurs essayent de comprendre aujourd'hui que ceux qui refusent le dialogue aujourd'hui sont manifestement en intelligence avec ceux qui nous agressent. Et ils font le jeu de ceux qui nous agressent. Parce qu'il serait inconcevable. Lorsqu'il faut parler, lorsqu'il faut échanger, on doit refuser. Je ne comprends rien. Moi, je prêcherai l'unité. Je prêcherai les échanges entre les Congolais. Parce que je reste avec mon philosophe, la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. Rien du tout ne demeure. Parce que tout passe. Mais alors qui va rester? C'est la nation. Parce que c'est la nation, nous devons, nous qui sommes appelés à passer demain, à chaque temps, penser sur le devenir de cette nation. S'il faut trouver des cadres d'échange pour, en tout cas, la protection de cette nation, nous devons dire, c'est une occasion. Nous devons, en tout cas, nous rencontrer et avancer. Ça sert à quoi? Et d'ailleurs, Pascal a toujours dit, dans un pays comme le nôtre, dans plusieurs pays de l'Afrique, en toute réalité, malheureusement, c'est au nom de la mauvaise démocratie que nous avons importée, sans qu'on intègre nos valeurs. Pourquoi je dis la mauvaise démocratie? Parce que quand vous allez en France, ils ont leur mode de démocratie. Quand vous êtes en Belgique, ils ont leur mode de démocratie qui est différente de la démocratie française. Vous allez en Grande-Bretagne, ils ont leur mode de démocratie. C'est différent ce mode-là. Vous allez aux États-Unis, même dans l'organisation des élections, c'est tout à fait différent. Nous aussi, les pays africains, tout en acceptant la démocratie, on aurait dû l'adapter à nos réalités. Et c'est comme ça, au regard de nos réalités, on aurait dû, dans les conditions de pauvreté que nous sommes, lorsque nous sommes allés aux élections, qu'une personne est élue, on chercherait à s'accorder autrement. On ferait l'opposition autrement, parce qu'en fait, quand nous devrions rechercher l'évolution de nos nations et de nos États. Parce qu'avec les oppositions, parfois ça nous tire vers le bas. J'en connais quelque chose parce que c'est de là que moi je viens. Ça ne permet pas, en tout cas, de bien voir ce qu'il faut pour l'avenir afin que nous puissions maintenant booster le développement. Souvent, nous tournons en rond. En rond pratiquement parce que d'un côté,
ceux qui font l'opposition ne voudront pas que celui qui est au pouvoir réussisse. Ailleurs, ce n'est pas ça. Regardez ce qui se passe en France. Quand le président est en difficulté, lorsqu'il appelle l'opposition, ils viennent aussitôt reçu l'appel. Vous aviez vu les Le Pen, vous aviez vu les Sarkozy, tout le monde est parti très facilement échanger avec le président Macron. L'objectif, c'est lequel? Trouvons solution à ce qui est plus important que nous tous, donc la nation. Pour la nation, il n'y a pas de camp. Et ils partent, ils échangent avec le chef de l'État, ils proposent, et voilà, le pays avance. Mais nous, lorsque nous faisons l'opposition, avec intention de ne pas voir celui qui est au pouvoir réussir, lorsqu'il va échouer, et nous qui faisons l'opposition, nous allons nous réjouir, parce que cette fois-là, les gens vont l'haïr, vont tenter maintenant monter leur espoir sur nous autres, et lorsque nous allons venir, nous allons... C'est comme ça l'opposition chez nous. Lorsqu'on est au pouvoir aussi, on veut mater ceux qui sont dans l'opposition pour que nous qui sommes au pouvoir, nous puissions y rester plus longtemps possible. Dans ce contexte-là, où il y a la bipolarité dessinée, il est difficile de faire émerger la nation. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des idées qui vont dans le sens d'échanger, de conjuguer les idées, en tout cas, sinon, de réunir les énergies, je crois de mon point de vue, de telles idées ne peuvent que être encouragées. Sinon, on aurait même voulu qu'on n'ait pas des oppositions. Mais on ne peut pas ne pas avoir, parce que l'opposition aussi a une part importante, parce qu'elle pousse ceux qui sont au pouvoir à bien comprendre ce qu'ils doivent faire, parce que le pouvoir enivre. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on oublie que les gens souffrent. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on oublie son passé. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on oublie ce qu'on a eu à dire hier, ce qu'on avait promis hier. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on croit y rester indéfiniment. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on se croit être le plus meilleur. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on ne sait plus considérer les autres. Parfois, lorsqu'on est au pouvoir, on bouche les oreilles, on ne veut plus entendre. Autres sont des cloches. Ils doivent comprendre, en fait, que pendant qu'ils sont là, ils doivent travailler pour la nation. C'est là le vrai problème. C'est là la nécessité d'avoir l'opposition. Mais si nous devons avoir une opposition des postures personnelles, parce que simplement celui qui est au pouvoir, je ne l'accepte pas, alors à ce moment-là, ça devient un combat individuel et ce n'est plus très intéressant. Ce pays, cette république, n'a pas besoin de cela. Et donc, je pense de mon point de vue que cette initiative devra retenir l'attention de chacun. Qu'on soit au pouvoir, qu'on ne soit pas au pouvoir, de pouvoir comprendre qu'au milieu, au centre de tout, c'est la nation. On fait une telle proposition pour que nous puissions échanger. Nous devons apprécier cela. Le pays aujourd'hui, il est attaqué. Le pays, il est agressé. Le Rwanda est sur le sol congolais, a occupé de grands espaces. Mais qu'est-ce que nous devons faire cette fois-là? Continuer à nous responsabiliser ici. On ne va pas résoudre le problème cette fois-là. Parce que même celui qui est au pouvoir aujourd'hui, demain, il peut partir. Tant que cette question restera pendante dans ces conditions, celui qui viendra demain n'aura pas la force d'y parvenir. Et nous aurons perdu le pays bêtement. Le Rwanda, ce qu'il fait, ce n'est pas de sa propre force.
il a l'appui de ces multinationales. Il a l'appui de certains pays plus puissants du monde. Il a l'appui également des Congolais ici qui facilitent les révolutions, les progressions. Il y a des Congolais qui trahissent leur pays, qui sont en intelligence avec l'ennemi, qui sont en intelligence avec le Rwanda. Mais c'est dans l'unité que nous pouvons maintenant tenter de s'opposer cette fois-là. Lorsqu'on verra que c'est dans l'unanimité, tous les Congolais sont contre, il sera difficile d'atteindre leur objectif. On se retrouve à Luanda, nous l'avons dit la fois passée, vous avez suivi les prétextes qu'avance le Rwanda. Non, au Congo, il n'y a pas de militaires rwandais. Il n'y a pas de militaires envoyés officiellement par le gouvernement rwandais. Par conséquent, cela n'engage pas le gouvernement rwandais. Que le gouvernement congolais, que le pouvoir de Kinshasa, les arrête et les transfère à Kigali pour qu'ils soient jugés. Ça, c'est nous prendre comme des bêtes. Jean-Pierre Lacroix, le chef des opérations des métiers de la paix des Nations Unies, fait le déplacement de Goma. Au moment où nous sommes en train d'échanger, il est à Goma. Nous, Congolais naïfs que nous sommes, nous présentons tous nos désidérata à Jean-Pierre Lacroix. Même ce qu'on ne devrait pas dire, et nous les disons, et nous croyons qu'il est là pour nous. Il n'est pas là pour nous. Il arrive là, il dit, non, je suis venu en même temps, en tout cas, renforcer, ou sinon, tout faire pour qu'on respecte le cessez-le-feu. Mais respecter le cessez-le-feu, c'est permettre que le Rwanda se renforce davantage. C'est au détriment de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On a stoppé les hostilités. Et ils sont là calmes, ils ont occupé des espaces, ils sont à l'aise. Ils occupent des espaces. Ils font l'exploitation. Ils ont des mines. Ils font le commerce. Ils installent l'administration. Un autre État s'installe. Le temps qui passe là, ce n'est pas à notre faveur. Je ne sais pas qui viendra sonner la sonnette pour que nous puissions maintenant reprendre les armes et nous combattre. Qui? Non, maintenant c'est fini. Il n'y aura plus cessez-le-feu. Commencez maintenant à vous affronter. C'est nous qui sommes agressés. Nous ne pouvons pas dépendre de qui que ce soit. Mais malheureusement, nous sommes de bons enfants. Nous observons. Nous sommes en train d'observer. Pendant que nous observons, ceux-là renforcent leur position. Ils renforcent leur position contre nous. Et même ceux qui viennent pour vous dire, pour nous dire, bon voilà, mais même lorsqu'on va chez Jean-Pierre Lacroix, comme si des petits enfants qui vont maintenant auprès de leur maître poser le problème. Regardez comment les Congolais ont défilé. Les opposants, ceux qui sont au pouvoir, la société civile, comme des petits enfants qui vont maintenant auprès de leur maître poser le problème. Qui ignore que le problème que nous avons ici, les Nations Unies sont responsables? Qui ignore ça? Qui ignore que les problèmes que nous avons ici, les États-Unis sont responsables? Qui ignore que le problème que nous avons ici, la France est responsable? Comment? Personne n'ignore. Espérons que beaucoup de choses vont changer demain. Et donc, le dialogue, moi je dis oui, question de définir maintenant les contours. Afin qu'on parle nation, comment sortir ce pays de cette emprise rwandaise. Ce sera une bonne chose. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Ukraine et la Russie. Vous ne pouvez pas oser les imposer un cessez-le-feu, ça ne passera pas. Parce que chaque pays défend les intérêts de son pays. La Russie attaque l'Ukraine. L'Ukraine monte une autre stratégie pour attaquer aussi quelques villages de la Russie. Vous avez suivi le point de vue du président ukrainien?
c'est de cette façon que nous pouvons négocier normalement. Nous pouvons discuter normalement. Parce qu'on ne discuterait pas normalement à partir du moment où seule la Russie qui était sur nos terres. Donc à ce moment-là, la Russie allait s'imposer dans les discussions. Donc il fallait maintenant que nous aussi nous posions l'action ou l'acte. Et à ce moment-là, nous aussi, dans les discussions, nous pouvons aussi avoir un mot fort pour revendiquer ce que nous allons vouloir obtenir. Regardez ce que fait l'Israël. Vous pouvez tout dire, déterminé à atteindre son objectif. Cessez le fait, faisons ceci, tout ça. Il bouche les oreilles, il atteint ses objectifs et il avance. Mais nous qui sommes occupés, où nos terres sont aujourd'hui entre les mains des ennemis, ou de l'ennemi principal, le Rwanda. Mais il suffit qu'on nous dise, non, attention, trêve humanitaire. Ah oui, oui, observons la trêve. Et lorsqu'on fait une certaine déviance, non, mais regardez, ici, nous observons la trêve, mais c'est le 23 qui ne s'est pas observé. Non, ce n'est pas possible. C'est vous qui êtes attaqué. C'est le fait. Et encore que c'est une demande rwandaise. Et les États-Unis vous disent, le Rwanda a demandé le cessez-le-feu, obtempérer. Nous aussi, nous obtempérons. Et lorsqu'il y a une certaine déviance, non, mais voilà, nous observons le cessez-le-feu, mais le 1-23 n'observe pas. Comment vous allez observer le cessez-le-feu à partir du moment où vous êtes attaqué, vous êtes agressé, on a occupé des espaces de votre pays? Attention, parce qu'à travers ce cessez-le-feu, on risque d'appliquer alors l'accord signé le 23 mars 2009. L'accord signé le 24 février 2013, accord d'Addis Abeba. On risque de respecter le draft du 11 novembre 2013, les discussions qu'il y a eu liées à Kampala. On risque d'appliquer les 3 déclarations de Nairobi faites le 12 décembre 2013. Dans tous ces textes, comme je l'ai toujours dit, mais je prends ici une seule disposition, la nécessité de créer un espace commercial à l'Est afin de booster le développement dans l'espace de Grands Lacs. Attention. Et pendant que nous observons, comme je le dis, les racines de l'autre côté s'imposent dans le sol. Et pour les déraciner, ce ne sera plus très facile. Ils ont en train d'atteindre l'objectif. Mais nous, dans la distraction, parce que nous voulons des divisions, nous croyons que c'est bon. Et voilà pourquoi je dis, cette question du dialogue, elle est importante. Ça nous permettra maintenant de revisiter toutes ces erreurs et prendre de nouvelles orientations, de nouvelles décisions afin de nous mesurer comme État face à cette agression. Le contraire alors, nous serons tous complices sur ce qui arrive contre notre pays. Et voilà pourquoi moi je pousse, j'encourage que ce cadre d'échange soit organisé. S'il faut laver les linges sales, on doit les laver pourvu que tout ce qui sera dans la maison soit propre et quand quelqu'un vient, puisse apprécier l'organisation interne de votre maison. En tout cas, merci. On s'arrête aujourd'hui là. Nous avons bien voulu interpeller et faire comprendre à chacun de nous que nous avons cette mission, nous avons ce devoir de défendre notre pays. Et la bonne défense, à ce jour, passe par l'attente entre nous. Et cette attente ne peut être effective que lorsqu'il y a un cadre où nous pouvons nous regarder et prendre une nouvelle orientation pour l'avenir de notre pays. Merci, au revoir et à la prochaine. C'est ici, n'allez jamais ailleurs. Merci.